Bienvenue, je suis Perrine Corvézier, la fondatrice d'Azimut. Azimut, c'est le guide des parents pour une orientation scolaire et professionnelle sur mesure avec votre enfant. Nous nous appuyons sur près de 100 spécialistes de l'orientation pour vous informer et vous conseiller. Pour découvrir l'ensemble des ressources Azimut, rendez-vous sur azimut-orientation.com. Vous pourrez notamment vous inscrire à notre newsletter. Entre novembre 2024 et janvier 2025, Azimut propose un programme de 15 webinaires destinés aux parents de futurs étudiants. Allez sur azimut-orientation.com pour le découvrir et réserver votre place gratuite. Je laisse place maintenant au contenu de cet épisode. Bonne écoute. Bonjour Laurence. Bonjour Perrine. Merci de nous accorder ton temps en tant que directrice d'un lycée. J'imagine que tu as plein de choses à faire dans la journée, mais tu vas nous expliquer aujourd'hui ce qu'est un lycée hors contrat. Alors peut-être que tu vas commencer par te présenter, puis ensuite on parlera de manière un peu plus générale. Oui, alors je suis Laurence Penra, la directrice du lycée IPSUP, le lycée qui appartient au groupe IPSUP, que beaucoup d'entre vous connaissent par ses formations de classe préparatoire, préparation Sciences Po, etc. Mais le groupe a également ouvert un lycée il y a de ça plusieurs années sur des classes de seconde, première et terminale. Donc qui commence à être connu et dont on espère continuer à voir la notoriété grandir. Mon quotidien, effectivement, c'est de gérer ce lycée, la classe de seconde, de première et de terminale, de manière à pouvoir accompagner au mieux nos élèves dans leur scolarité et surtout et également vers leur orientation vers le supérieur, que ce soit en France ou à l'international. Très clair. Alors, un lycée hors contrat, déjà, qu'est-ce qu'il n'a pas comme contrat ? C'est quoi ce fameux contrat ? Alors, les lycées classiques, entre guillemets, que sont les lycées publics ou les lycées privés sous contrat, concluent un contrat avec l'État. Ça veut dire que l'État leur fournit, entre guillemets, les professeurs, parfois également aussi des subsides autres pour les aider dans leur fonctionnement, en tout cas pour l'établissement public et même des établissements privés sous contrat. Mais notamment, le gros point, c'est que l'Éducation nationale met à disposition des établissements publics et privés sous contrat les enseignants et les rémunère. Dans les lycées et les établissements hors contrat en général, il n'y a pas de contrat conclu avec l'État. Donc le lycée est complètement autonome dans le recrutement de ses enseignants et porte la responsabilité financière de les rémunérer. Ce qui veut dire aussi concrètement que ne pas avoir de contrat avec l'État, ça veut dire qu'en théorie, les établissements qui le sont, que ce soit des lycées, des collèges, des primaires, des maternelles, enfin, tous les types d'établissements scolaires peuvent être aussi hors contrat. Ils n'ont pas l'obligation de suivre stricto sensu les programmes de l'éducation nationale, ni les horaires qui sont préconisés ou en tout cas qui sont pratiqués dans les établissements publics. Voilà, donc la différence, elle est là. Ce qui ne veut pas dire que les pouvoirs publics ne contrôlent pas non plus les établissements hors contrat. Pour ouvrir un établissement hors contrat, il faut en faire une demande, il faut la déposer auprès des autorités de l'éducation qui peuvent mettre un droit de veto. Notamment, par exemple, si le chef d'établissement n'a pas 5 ans d'expérience, n'est pas habilité à pouvoir diriger un établissement, si les enseignants n'ont pas les diplômes requis, n'ont pas les casiers judiciaires vierges qui vont bien, etc. Il y a un certain nombre de contrôles qui sont effectués au moment de l'ouverture d'un établissement, puis ensuite dans la vie courante de l'établissement qui peut être inspecté aussi bien sur le plan administratif que sur le plan pédagogique. Donc chaque année, en ce qui nous concerne, et je pense que c'est le cas, je l'espère, des autres établissements hors contrat, tous les ans en début d'année, on dépose au rectorat les casiers judiciaires, tous les éléments qui concernent l'identité de nos professeurs, de manière à pouvoir être transparent aussi sur l'équipe pédagogique qui travaille chez nous. Et ça, c'est important. Donc un lycée hors contrat qui se crée, il se crée volontairement hors contrat parce qu'ils ont une envie, une stratégie, une vision d'autonomie et d'indépendance souhaitée, voilà. Alors il y a des établissements hors contrat qui se créent parce qu'ils vont avoir un axe confessionnel, une orientation religieuse assez forte et c'est leur souhait. Et donc ils vont souhaiter adapter ou prendre quelques libertés avec les programmes. Ou alors ils vont s'adresser à des populations d'artistes, de sportifs qui vont nécessiter des aménagements horaires qui ne seraient pas forcément compatibles avec un cadre classique. Ou alors ils vont avoir un projet d'enseignement qui est un projet d'enseignement comme le nôtre par exemple, qui implique des choix qui peuvent être faits mais qui n'ont rien à voir avec le fait d'être hors contrat. On pourrait tout à fait être sous contrat dans la mesure où chez nous,
On a choisi de respecter à 100% le programme de l'éducation nationale, donc là, il n'y a même pas débat. Nos élèves ont les mêmes nombres d'heures qu'ailleurs, les mêmes matières, les mêmes contenus de programme, et les professeurs respectent 100% cette éducation. En revanche, on va plus loin, c'est-à-dire qu'on leur propose de renforcer les axes autour de la culture générale, autour de la culture scientifique, tout ce qui va être prise de parole en public, préparer les entretiens, être à l'aise, les préparer à leur vie d'après en fait. Et la dimension internationale qui est aussi beaucoup plus forte chez nous pour pouvoir notamment préparer les élèves qui veulent partir ensuite à l'étranger. Donc ça, c'est nous une de nos forces. On a des classes à effectifs réduits, maximum une 20aine d'élèves. On a une super équipe pédagogique qui travaille chez nous, mais qui travaille pour une grande majorité aussi d'entre eux dans le public ou dans le privé sous contrat. Donc ce qui nous donne un foisonnement de culture, de pratiques, donc ce qui nous plaît, ce qui leur plaît aussi, parce qu'ils retrouvent des collègues qui viennent d'horizons différents. Et pour les élèves, c'est un creuset génial d'avoir des professeurs qui viennent d'un peu partout, mais qui sont tous diplômés, professionnels. Donc les élèves qui sont chez nous au lycée sont chez nous au lycée comme ils seraient dans n'importe quel lycée. C'est ça, donc si un élève arrive d'un lycée public, par exemple, d'un collège public dans un lycée hors contrat comme IPSUP, il ne va pas voir de grands changements au quotidien, c'est-à-dire qu'il y a une organisation comme il a l'habitude d'avoir, enfin c'est un lycée finalement assez classique, sauf que vous avez une liberté d'apporter des enseignements, des compléments de votre choix. Voilà, nous on a fait effectivement le choix d'apporter des compléments et de ne pas travailler en différentiel en disant on ne fait pas telle matière pour faire telle autre à la place, non, on fait les mêmes matières qu'ailleurs. Simplement, nos élèves ont des ateliers en plus, ont un accent mis sur la préparation à l'oral, ont des cours de culture générale, des choses que peut-être on ne retrouve pas ailleurs et que nous, on a pris la décision aussi de dispenser parce que ça leur sert, tout simplement, et ça leur est utile pour se préparer à leurs études supérieures. Parce qu'in fine, c'est quand même le projet de tout lycéen qui vient dans n'importe quel lycée, c'est de se dire « Ok, je veux un bon enseignement, je veux un socle de connaissances solide, mais je veux aussi savoir vers quoi je vais m'orienter par la suite. » Et je veux m'assurer que j'aurai les moyens de suivre cet enseignement. Et bien faire mes choix dans Parcoursup, en connaissance de cause, en sachant vers quoi je veux aller, et en étant préparé à ça, aussi bien sur le plan académique que sur le plan extra-académique. Et c'est ça aussi, c'est l'accent particulier qui est porté chez nous. Ok. On a parlé de Parcoursup, justement, tu as évoqué le mot. Il y a une spécificité dans les lycées hors contrat pour le baccalauréat, en tous les cas, pas forcément Parcoursup, mais en tout cas le baccalauréat, c'est que pour obtenir son baccalauréat, il faut passer des épreuves terminales dans chacune des matières, parce que le contrôle continu n'est pas pris en compte dans la note du baccalauréat, c'est ça ? Exactement. Alors, pour revenir 2 secondes sur Parcoursup, c'est vrai que Parcoursup, les élèves qui sont chez nous passent Parcoursup comme n'importe quel élève de France et de Navarre. Ils sont inscrits dans Parcoursup, les bulletins de première comme de terminale figurent dans Parcoursup, les fiches à venir remplies par l'établissement également, etc. Donc il n'y a pas de différence. C'est souvent une question que nous posent les parents. Il n'y a pas de différence entre venir de chez nous ou venir du public ou du privé sous contrat. En revanche, pour le bac, c'est là que la différence effectivement existe. Puisque depuis la réforme du bac 2021, les élèves ont leur bac par le biais de 2 voies. La voie du contrôle continu, qui reprend toutes les matières du tronc commun, et l'enseignement de spécialité qui est suivi en première et qui va être abandonné en fin de première. Ensuite, et ça représente 40% de la note de bac, en général, entre première et terminale, dans la voie générale. Ensuite, pour le baccalauréat, 5 épreuves qui sont passées pour tout le monde, en fin de première, qui sont les épreuves de français, des épreuves anticipées de français pour 10% de la note de baccalauréat. On a les 2 enseignements de spécialité qui ont été conservés en terminale et qui sont passés à la fin de l'année terminale, en juin cette année encore, et qui représentent chacun 16 coefficients, donc 32 au total. On a la philo, ça, qu'on a tous passé, je pense, autour de cette table, à un moment ou un autre, qui reste passé en fin d'année de terminale et qui a un coefficient 8. Et on a l'épreuve de grand oral, qui a été créée avec la réforme du bac 2021 et qui représente 10 coefficients. Donc au total, ces 5 épreuves passées entre la fin de la première et la fin de la terminale représentent 60% de la note de bac. Voilà, 40% contrôle continu, 60% épreuves dites passées sur table en fin d'année. Les élèves du hors contrat passent comme tous les autres élèves ces 60%, enfin ces 5 épreuves en fin de première et en fin de terminale,
Donc là, zéro différence. Ils sont convoqués dans des centres d'examen avec n'importe quel autre élève. Ils vont être corrigés au milieu de tas de copies reprenant des élèves du public, du privé. Voilà, là, zéro différence avec les autres établissements. En revanche, l'Éducation nationale a considéré que justement, devant la diversité du nombre d'établissements hors contrat et le choix parfois un peu libre qui avait présidé au projet d'établissement de certains d'entre eux, ils ne souhaitaient pas déléguer la responsabilité de la validation des acquis des élèves au lycée en contrôle continu, comme ça peut être le cas ailleurs. Donc, ils ont instauré ces épreuves sur table de fin d'année à la fin de la première et à la fin de la terminale au choix des établissements. Certains établissements, par exemple, ne vont faire passer leurs élèves qu'une fois en fin de terminale, mais qui seront évalués sur le programme de première et de terminale. Nous, on a fait le choix, pour des questions de légèreté, de faire passer nos élèves en fin de première les épreuves sur le programme de première et en fin de terminale sur le programme de terminale. Donc, ils vont certes aller passer et se préparer à plus d'épreuves que les élèves qui sont dans d'autres établissements. J'ai envie de dire un peu comme nous, on l'avait passé à notre époque, alors pas en première et terminale, mais en terminale, on avait des épreuves dans toutes les matières. Exactement, Perrine, c'est exactement ça. Donc, ils passent un bac, entre guillemets, un peu plus à l'ancienne dans la forme. Alors évidemment, avantage, inconvénient, c'est souvent des sujets sur lesquels on prend le temps de s'arrêter avec les parents quand on les reçoit en entretien, pour bien qu'ils comprennent aussi les tenants et les aboutissants. Et en fait, on se rend compte que certes, il y a des points un peu pénibles, les élèves vont réviser sans doute plus, ils vont avoir des épreuves à passer, donc ça peut être un peu plus stressant pour eux. Bon, après, ça dépend de la manière dont ils y sont préparés. C'est vrai que chez nous, ils ont des bacs blancs, ils ont des devoirs sur table toutes les semaines. Le format des épreuves durant l'année et le format des épreuves de bac. Donc, personne ne découvre le jour du bac une épreuve. Mais c'est vrai qu'ils doivent travailler plus régulièrement et de manière plus intensive, notamment en fin d'année. Toutefois, on se rend compte avec le recul, et c'est amusant d'ailleurs parce que ce sont nos anciens élèves qui nous en parlent le mieux, et ils nous disent « Bon, c'est vrai que sur le coup, c'était un peu lourd, ok, mais en revanche, une fois qu'on est dans le supérieur, on se rend compte de la chance qu'on a eue. Parce qu'on a des amis qui, eux, arrivent évidemment du contrôle continu, en grande majorité. Et le jour du premier concours blanc en prépa ou le jour des partiels dans un autre système, on a plein de nos comparses qui nous disent « Oh là là, mais c'est stress de devoir passer 4-5 épreuves en 3 jours en révisant plusieurs mois de programme. » En fait, ils ne l'ont jamais fait, hormis pour les épreuves de spé ou la philo. Alors qu'eux ont eu l'habitude de le faire, ils ont pris le pli et les choses se sont beaucoup plus facilement passées et ils ont mûri beaucoup plus vite aussi et ils ont acquis des méthodes que peut-être les autres acquièrent plus tard. Ils les acquièrent bien évidemment, mais peut-être plus tard. Et en plus, certains nous disent, le fait d'avoir dû passer des épreuves, ça nous a aussi fait réviser et on maîtrise un peu plus les matières qu'on est censé avoir acquises lors de notre période de lycée. Alors qu'en contrôle continu, il peut arriver, alors évidemment, c'est pas du tout une généralité, mais ça peut arriver que quand on a fini un chapitre, on a passé le devoir, on a une autre note, on passe à autre chose, et puis on n'est jamais obligé de revenir dessus, en fait. Donc là, ils sont forcément obligés de le faire de fait pour pouvoir réviser les épreuves de bac. Alors globalement, j'ai l'impression que le bilan est quand même assez positif, surtout que nous, on voit dans nos statistiques que les notes qu'ils ont au baccalauréat le jour J sont à minima, en moyenne, celles qu'ils ont dans l'année, voire meilleures, voire bien meilleures. On est content, ça montre qu'ils sont bien préparés, mais ça montre aussi que c'est loin d'être insurmontable, surtout quand on a fait l'effort, effectivement, de travailler assez régulièrement. Donc ça veut dire que pour le bac, c'est gérable, c'est géré, et ça se passe bien, oui. Avec un travail plus continu et des épreuves plus régulières et un peu plus nombreuses, mais qui sont préparées. Parcoursup, on a vu que la différence ne se voyait pas intrinsèquement dans le dossier. Alors, ce qu'on disait tout à l'heure en préparation, c'est qu'effectivement, l'anonymat de la provenance du lycée, quelle qu'elle soit de toute façon, n'existe pas vraiment, puisque dans la fiche à venir, elle est stipulée et que, en fait, les formations supérieures ont les moyens d'aller regarder d'où viennent les élèves. Mais en tous les cas, ils ont les mêmes informations fournies aux formations qui étudient leur dossier que des candidats qui viennent du public ou du privé sous contrat. Oui, exactement. Est-ce qu'il y a des filières supérieures qui se ferment de facto
à des lycéens qui viennent du hors-contrat? Alors, c'est une question pas évidente parce qu'on n'a pas les moyens d'investiguer toutes les filières partout. Néanmoins, ce qu'on constate, puisqu'on a quand même maintenant le recul de quelques années, c'est que nos élèves font des vœux qui sont très variés dans Parcoursup. Alors, on en a un certain nombre qui cherchent à partir en classe préparatoire, que ce soit notre classe préparatoire à IPSUP ou d'autres classes préparatoires. Mais ils formulent aussi, évidemment, ils n'ont pas tous la volonté, et Dieu merci, de partir tous en prépa. Il y en a qui vont passer des concours post-bac d'ingénieurs, d'écoles de commerce. Il y en a qui vont souhaiter partir à l'étranger. Il y en a qui vont vouloir faire d'autres filières. Et donc, nous, ce qu'on constate, c'est que les élèves qui sont scolarisés chez nous ont des résultats, alors dans les écoles post-bac commerce ingénieur, qui sont plutôt très bons, entre Bibi et de l'ESSEC, IESEG, les Sylves, PF, Istaka, enfin, les écoles, de manière générale, il n'y a pas de point particulier, sachant qu'il y a quand même un petit poids du dossier, donc ça veut dire que le dossier n'est pas gênant. Sur les prépas, alors même si un certain nombre d'entre eux cherchent à venir chez nous, d'autres vont ailleurs. Alors ils n'ont pas forcément et évidemment toutes les prépas qu'ils demandent. Et on se souvient des polémiques qui ont un petit peu agité les médias l'année dernière sur des élèves du public ou du privé qui étaient très bons et qui n'ont pas forcément non plus eu les prépas qu'ils pouvaient demander. Néanmoins, ils ont des prépas. Le premier de la classe l'année dernière est aujourd'hui au lycée Hoche. L'année d'avant, c'était Henri IV. Voilà, on a du Condorcet, du Saint-Louis. Voilà, chaque année, ça varie aussi bien dans le public que dans le privé. Sur les universités, parce qu'il y a aussi des voies universitaires qui ne sont pas forcément les voies vers lesquelles ils vont, mais en tout cas qui sont forcément formulées dans des vœux. Les élèves ont des doubles licences ou des licences simples dans des universités telles que la Sorbonne, Paris-Cité, Paris-Saclay. Donc on ne voit pas d'ostracisation particulière. On a une élève l'année dernière qui est partie à Sciences Po Lille. Bon, alors c'était un concours, donc ça c'est un petit peu différent, mais il n'y a pas de point particulier, et ni vers les voies internationales, puisque l'année dernière, on a un élève qui voulait partir à King's College, il est aujourd'hui à King's College. D'accord, donc sur l'international, c'était ma question d'après. Effectivement, l'international reconnaît le bac. En fait, c'est le bac qui est délivré. C'est le même bac. Voilà. C'est, heureusement, là Oui. pour le coup, on a tous le même bac. Et après, l'international... Alors, chaque zone géographique a ses propres critères. En Angleterre, en UCAS, le dossier est assez contraignant, mais les élèves remplissent leur dossier, ils ont leur lettre de recommandation. A priori, les universités regardent le parcours de l'élève, ils ne regardent pas forcément le lycée, ou alors ils le regardent, mais ils le regardent plutôt dans ses caractéristiques. De regarder quelle est la sélectivité du lycée, quelles sont les notes du lycée, quel est le volume, l'organisation, le projet pédagogique, mais pas forcément l'identité du lycée en tant qu'organe contractuel avec l'État. Et il va regarder aussi la valeur de l'élève, ses notes, mais aussi sa valeur extra-scolaire, comme tous les élèves. En tout cas, nous, on ne voit pas de différence majeure là-dessus. Est-ce que tu as repéré un profil des élèves qui viennent, en tous les cas, chez vous? Alors, on n'est pas dans un établissement, on va dire... marqué par une couleur religieuse ou autre, ou un projet sportif, artistique particulier. Donc on est vraiment dans un profil de lycée assez standard. Donc on a des élèves qui sont motivés par le fait de travailler, mais aussi de travailler sur leur orientation, travailler sur leur projet, de s'inscrire dans quelque chose qui va certes leur donner le socle académique, qui va être un bon, voire très bon socle académique, mais qui va aussi leur permettre de se préparer à la suite. Donc de préparer leur orientation. Et c'est vrai que pour ça, le groupe IPSUP, c'est quand même un bon vecteur de préparation à l'orientation, puisque nos élèves côtoient les prépas, les responsables des prépas, les profs, leurs anciens, les filières médecine, les filières Sciences Po, etc. Donc on est capable de leur expliquer ce que sont les voies du supérieur. Donc ça, ils sont plutôt contents. Mais on a aussi des élèves qui viennent chercher un accompagnement, qui viennent chercher des classes plus petites, avec moins d'effectifs, dans lesquelles ils vont pouvoir avoir un suivi de leurs professeurs. Ils vont pouvoir avoir une cohésion de groupe et puis se préparer aussi sur l'international, puisqu'on s'est donné les moyens de pouvoir aussi accompagner nos élèves de manière plus forte vers la préparation de parcours vers l'international. Donc on a des profils assez divers, mais globalement on a des bons ou très bons élèves, en tout cas qui ont tout à fait le potentiel de le devenir, et qui sont motivés. On voit très bien qu'il y a des élèves qui arrivent, qui peuvent être en milieu de classe dans leur ancien lycée ou en, on va dire, première moitié de classe, et qui... dans un environnement un peu plus porteur, un peu plus encadrant, vont développer des compétences qu'ils n'avaient pas, vont s'ouvrir. Et ça nous fait plaisir, parce que c'est quand même le projet initial du lycée.
Tu as abordé à plusieurs reprises l'international. Comment est-ce que vous préparez spécifiquement les élèves à l'international ici ? Alors on s'est pas mal posé la question, parce qu'effectivement on est un lycée encore de petite taille, et donc on s'est dit que plus en plus d'élèves aujourd'hui voulaient partir vers l'international. Donc certes, l'excellence académique est importante, mais la préparation de leur dossier aussi, et le choix de la destination également. Donc on s'est doté d'un conseiller à l'international, donc un monsieur dont c'est le métier, et qui renseigne les familles, renseigne les élèves sur les différentes destinations, l'adéquation entre le profil des élèves et justement le fait d'aller plutôt en Angleterre, plutôt aux États-Unis, au Canada, à la Boconie, aux Pays-Bas, etc. Et qui les accompagne dans la mise en place de leur dossier, le calendrier, les pièces à fournir, etc. On a des cours d'anglais évidemment aussi supplémentaires, notamment avec autour de l'actualité, l'oral, beaucoup de développement autour de l'oral. On prépare les certifications, parce que beaucoup d'entre eux sont un peu perdus devant toutes les certifications. Donc dans la scolarité, depuis cette année, on a intégré le passage du Cambridge, donc le B2 ou le C1, notamment en seconde et première. Terminale, c'est parfois un peu tard, même si on peut encore le faire. Et puis, dans le cadre du groupe, on a la chance d'avoir l'existence de la School of English, qui prépare les élèves aux certifications SAT, IELTS, TOEFL, etc. Donc les élèves du lycée ont un accès privilégié à l'ensemble des stages qui se font pendant les vacances, évidemment de manière très préférentielle, pour pouvoir aussi préparer toutes leurs certifications. Et on a conclu depuis cette année un partenariat avec un organisme qui s'appelle La Route des Langues et qui prépare pour les élèves, alors de manière assez personnalisée, assez sur mesure, des séjours à l'étranger. Pour certains, on va être sur des summer courses dans des établissements universitaires étrangers. Pour d'autres, ça va plutôt être des séjours linguistiques en immersion ou des summer camps. Ils proposent même de pouvoir aller passer son stage de seconde à l'étranger, de manière à pouvoir parfois éviter le stage de seconde, qui est un stage d'observation un peu stérile pour certains d'entre eux, pouvoir le doubler avec une expérience plus opérationnelle et le cumuler avec l'apprentissage de la langue. Donc voilà, on essaie, en fonction des souhaits des élèves, alors évidemment on n'impose pas à tout le monde quoi que ce soit, hormis les cours d'anglais, mais sinon, quelqu'un qui veut partir à l'étranger, il a tout à fait les moyens de pouvoir le faire à la maison. Super. Est-ce qu'il y a des sujets que les parents abordent, qu'on n'a pas abordés là dans notre échange ? En fait, pas forcément, parce que les parents vont... En fait, quand ils viennent nous voir, et je pense que c'est le cas dans tous les établissements hors contrat, pour reprendre le sujet général de ce podcast, ils cherchent à comprendre les spécificités du lycée. Pas forcément pourquoi il est hors contrat ou non, parce que ça, c'est aussi un état de fait. Les rectorats ouvrent des classes, plus ou moins. Enfin, c'est pas tellement une question de statut du hors contrat, c'est plus quel est votre projet, racontez-nous le lycée, comment ça se déroule, les professeurs, comment vous sélectionnez vos élèves. Alors on a forcément les questions autour de Parcoursup, on en a parlé, et puis du bac. Et même quand les parents n'y pensent pas, nous on les aborde, parce que c'est important qu'un élève qui vient chez nous et ses parents soient conscients des modalités qui vont être celles qui vont régir sa scolarité. Et puis la manière dont on va accompagner leur enfant, comment l'année va se rythmer, quels sont justement les enseignements qui ne sont pas forcément les mêmes que ceux de l'éducation nationale, enfin qui vont être en plus de ceux de l'éducation nationale. Voilà, les secondes font des ateliers, en quoi ça consiste. Ah oui, bon, en culture générale, ils vont au théâtre, ils vont à la philharmonie, mais c'est chouette, mais concrètement, ça se passe comment ? Sur l'anglais, vous faites quoi en plus ? Et puis, ils ont pas mal de questions aussi sur la transition entre la terminale et l'après. Notamment, pour ceux qui voudraient rester chez nous, ils nous demandent un petit peu comment ça se passe, puisque notre terminale est dite intégrée. Ça veut tout simplement dire que c'est le conseil de classe du 3e trimestre et de l'année qui valide le passage en prépa. En fait, on a une continuité d'établissement presque. Donc, leurs questions vont plutôt se centrer sur le projet de l'établissement, la manière dont leur enfant va être pris en compte, et puis ce qu'il va faire ensuite, donc les résultats. Nous, on leur ouvre les livres sur les destinations de nos élèves après Parcoursup. Voilà. Et puis, le dialogue se fait à double sens, parce que nous, on a aussi... tout à fait envie de mieux connaître l'élève, mieux connaître la famille. Est-ce que c'est un projet de la famille ou est-ce que c'est un projet de l'élève ? Voilà, il nous est arrivé de refuser des élèves pour lesquels on sentait que c'était plus papa et maman qui voulaient qu'ils rentrent, mais que lui ou elle n'avait pas forcément envie de rentrer ici parce qu'il n'avait pas forcément envie de quitter ses copains ou autre. Et donc, notre objectif, c'est vraiment que les élèves soient bien. Donc, que ce soit un projet général, partagé, et en général, ça se passe bien. Super.
On arrête là, on a fait le tour du sujet. Si j'ai répondu à toutes tes questions, oui. Oui, ça me paraît bien. Merci beaucoup, Laurence. Merci à toi. Je vous retiens quelques instants. Vous écoutez peut-être sur Apple ou sur Spotify ou sur Deezer ou sur une autre application de podcast. Je voulais m'assurer que vous connaissiez l'existence de notre site azimut-orientation.com. Sur ce site, les contenus sont organisés par thématique et par situation. Ceux qui connaissent, adorent et utilisent notre moteur de recherche, ce qui leur permet d'aller chercher directement le bon contenu qui correspond à leur problématique. Je vous encourage à vous y connecter et n'oubliez pas de vous inscrire à notre newsletter. Merci de votre fidélité et à bientôt.